Alors, correction de ce deuxième concours blanc. 3 exercices, tous de la voie S, avec des petites adaptations. Le premier que nous allons corriger maintenant, écrit comme 2019. Une situation relativement classique, hein. On a une urne, des boules. Au départ, une blanche, une noire, et ensuite on va venir rajouter des boules dans l'urne au fur et à mesure des tirages. Et comment est-ce que ça se passe? À chaque fois que je pioche une boule, eh bien, je la remets d'une part, et ensuite, si j'ai pioché la noire, j'ajoute une blanche en plus. Si j'ai pioché une blanche, je rajoute une noire en plus. Bref, je rajoute dans l'urne une boule de la couleur opposée à celle que je viens de tirer. On nous demande la loi de x1, donc x1. J'ai fini le premier tirage, j'ai remis dans l'urne toutes les boules qu'il faut remettre, et je m'apprête à faire le deuxième. Donc déjà, on peut remarquer que x1 de oméga, je vais avoir quoi là-dedans? X1 de oméga, donc au départ j'avais une blanche, une noire, et j'ai rajouté soit une blanche, soit une noire. Donc le nombre de blanches, je peux en avoir une, je peux en avoir deux. Si j'ai une blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au premier tirage, j'ai pioché la blanche qui était dans l'urne, et ensuite j'ai rajouté une boule mais qui est noire. Donc ça sera la probabilité d'avoir tiré la blanche au premier tirage. Ce qui me fait donc 1,5. Et la probabilité que x1 soit égal à 2, comme il n'y a que deux valeurs, 1 moins 1,5, ce qui me fait 1,5. Bref, j'ai autant de chances d'avoir la boule numéro 1 que la boule numéro 2. Donc x1 va suivre tout simplement la loi uniforme en fait, hein, sur 1,2. Et l'intérêt de reconnaître la loi uniforme, c'est que ça va me permettre, un petit peu agaçant de cette imprimante, ça va me permettre de donner la valeur de l'espérance et de la variance sans les calculer. On a donc E de x1 qui vaut a plus b sur 2, 3 sur 2, et v de x1 qui vaut b carré moins a carré sur 12, donc 4 moins 1, 3, 3 sur 12, c'est-à-dire 1 quart. Et voilà pour la première question. J'espère que tout le monde aura bien répondu, c'était quand même pas très compliqué. D'ailleurs, de toute façon, l'exercice globalement n'est pas d'une complexité extrême. Justifiez soigneusement que la loi de x2 est donnée par... Bon, x2, déjà vous allez avoir plusieurs choses. Soit vous avez tiré deux boules blanches, donc vous n'avez jamais rajouté de blanche, et donc vous pouvez avoir x2 qui vaut 1. Vous pouvez avoir x2 qui vaut 2, vous avez rajouté une blanche. Ou alors, vous avez tiré de noir et vous avez rajouté deux blanches. Donc ce qui fait que x2 peut être égal à 3. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour avoir x2 qui est égal à 1, c'est-à-dire qu'au premier tirage, vous avez tiré une boule blanche. Au deuxième tirage, vous avez tiré une boule blanche. Ou l'événement BI, c'est on a tiré une blanche au ième tirage. Et donc, alors là, les événements B1 et B2 ne sont pas indépendants, mais je vais pouvoir avoir, grâce à la formule des probabilités composées, cette écriture. P de B1, au départ, j'ai une chance sur 2, puisque j'ai une blanche, une noire. Et ensuite, si jamais j'ai pioché la blanche, donc j'ai remis une noire, ce qui fait que j'ai 3 boules dans mon urne, mais j'en ai qu'une seule qui est blanche. Donc ce qui me fait 1/6. Ensuite, j'ai P de x2 égale 2, et ça tombe bien puisque c'est bien ça qu'on nous demandait. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Le plus simple étant certainement de faire le 3. Si j'ai fait 3, ça veut dire que j'ai rajouté 2 boules blanches. Donc ce qui veut dire que au premier tirage, je n'ai pas eu la boule blanche, et au deuxième tirage non plus. Ce qui me fait du P de B1 bar, multiplié par P, sachant B1 bar, de B2 bar. Donc j'ai 1 moins 1,5, ce qui me fait 1,5. Multiplié par
j'ai pris une noire, sachant que j'en ai qu'une seule dans le lot, sur 3 boules. Ce qui me fait aussi 1/6. Et comme j'ai que 3 valeurs possibles, x2 égale 2, je vais avoir 1 moins 1/6 moins 1/6, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. On a donc exactement ce que l'on voulait. P de x2 égale 1 égale P de x2 égale 3 égale 1/6, et P de x2 égale 2 est égal à 2 tiers. Et on a terminé cette question. Une nouvelle page. Question 3. Pour k appartenant à n, précisez xk de oméga. On me demande de préciser. Qu'est-ce qui peut se passer? Au minimum, vous avez une boule blanche, et au maximum, eh bien, vous en avez ajouté, vous pouvez en avoir k plus 1. Avec toutes les valeurs possibles entre deux. Soit k appartenant à n, i appartenant à n étoile, j appartenant à xk d'oméga, donc ça fait beaucoup de quantificateurs. Déterminer la probabilité que xk plus 1 soit égal à i, sachant que xk est égal à j. De xk plus 1 est égal à i. Bon. Déjà, on peut remarquer que si xk est égal à j, je ne peux pas avoir moins de j boules blanches au tirage suivant. Donc ça vaut 0 si jamais i est strictement plus petit que j. J'ai déjà j boules, comme je n'en retire pas, je ne peux pas en avoir moins, donc cette probabilité vaut 0. Maintenant, on va regarder ce qui se passe si jamais je ne suis pas dans ce cas-là. Si xk est égal à j, eh bien entre xk et xk plus 1, je ne peux pas avoir trop d'écart. Soit xk est égal à xk plus 1, je n'ai pas rajouté de boule, soit xk est égal à xk plus 1 est égal à xk plus 1, j'ai rajouté une boule. Ce qui veut dire que si i est là aussi trop grand, c'est pas possible. Si i est strictement plus grand que j plus 1, puisqu'au maximum, j'ai rajouté une boule. Bref, je peux avoir i égale j ou i égale j plus 1. On ne peut avoir que i égale j ou i égale j plus 1. C'est pas possible sinon. Et donc, il nous reste à regarder ces deux solutions. Et ces deux solutions, en fait, elles vont pas être équiprobables, elles vont dépendre du nombre de valeurs que j'ai. Donc si jamais xk égale j, et j'ai la même chose ici. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais déjà xk égale j, et je n'ai pas rajouté. Donc j'ai choisi une boule blanche. Ce qui veut dire qu'à mon k plus unième tirage, j'ai tiré la boule blanche. Maintenant, pour pouvoir calculer cette probabilité, il va falloir que je m'interroge sur le nombre de boules blanches qu'il y avait dans mon urne. Je le sais, xk égale j, donc j'en ai j. Et mon nombre total de boules qui sont dans l'urne. Donc j'ai j blanche au moment du tirage. xk vaut combien? Xk vaut combien? J'ai combien de boules en tout? Donc là, je suis juste avant le k plus unième tirage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 2 boules au départ, j'en ai rajouté, on ne sait pas trop les couleurs, enfin, si, on le sait très bien en fait. Et j'en ai rajouté une dernière avant de faire mon k plus unième tirage. Donc ça me fait combien de boules en tout? Évidemment, ça va être lié à k.
Si on regarde au départ, ici, au premier tirage, vous avez 2 boules. Au deuxième tirage, donc, enfin juste avant le troisième tirage, vous avez jusqu'à 4 boules possibles. Donc ici, vous allez avoir K plus comme c'est du K plus 1, vous allez avoir K plus 2. Donc, il nous en manque une quand même. Et la probabilité, sachant que xk égale j, de x k plus 1 égale j plus 1, vous avez donc la probabilité, sachant que xk égale j, de bk plus 1 bar, ce qui vous fait eh bien, le nombre total de boules, moins les j qui sont blanches, divisé par k plus 2. On vérifie bien que la somme des deux vaut 1. Ok, d'où si I est différent de J et I est différent de J plus 1, la probabilité, sachant que xk est égal à J, de xk plus 1 est égale à I vaut 0, et la probabilité, sachant que xk égale J, de xk plus 1 égale J aussi vaut J sur k plus 2, et la probabilité, sachant que xk est égal à J, de xk plus 1 est égal à J plus 1, vaut k plus 2 moins J sur k plus 2. Une question pas très compliquée, mais qui demande, comme quand même assez souvent, de bien analyser la situation, de bien comprendre l'expérience et de regarder quelles sont les différentes compositions de l'urne. Question 5. En déduire que, et si vous regardez bien, vous avez du K plus 2 qui apparaît, comme on a ici. Bon. La probabilité que K plus 1 soit égal à I, et évidemment, on va faire apparaître la formule des probabilités totales, d'après la formule des probabilités totales, en utilisant le système complet d'événements lié à la variable xk. Vous avez la probabilité que xk plus 1 soit égal à i, qui va donc être égal à la somme pour j allant de 1 à k, des p de xk égale j, multiplié par la probabilité, sachant que xk égale j, de xk plus 1 égale i. Et ça, si on regarde les choses, eh bien, vous avez quoi? Il ne reste que 2 possibilités, puisque ces probabilités-là sont pour la plupart nulles. Il ne reste que ce qui se passe lorsqu'il y a égalité, c'est-à-dire la probabilité que xk soit égal à i multiplié par la probabilité de l'égalité, c'est-à-dire i sur k plus 2, plus la probabilité d'avoir xk, alors cette fois je pars un cran en arrière, donc qui va être égal à i moins 1,
oui, multiplié par la probabilité, sachant que xk égale i-1, de xk qui vaut qui va être égal à i-1 plus 1, donc à i. C'est-à-dire, donc ici j'ai bien du i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i, plus, je vais avoir donc du k plus 2 moins i-1 sur k plus 2, multiplié par la probabilité que xk soit égal à i-1, d'où exactement ce que l'on veut. La probabilité que xk soit égal à i est égale à i sur k plus 2, multiplié par la probabilité que xk soit égal à i, plus k plus 3 moins i sur k plus 2, probabilité que xk soit égal à i-1. Déterminer alors la loi de x3. Ça ne va pas poser de problème. Hop, donc ensuite, question 6. Oups, c'est un peu gros. On a x3 de oméga qui est égal à 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'il faut que je calcule 4 valeurs. La probabilité que x3 soit égal à 1, elle vaut quoi? Ben, je ne peux pas la calculer avec la probabilité avec la formule précédente. Je vais calculer la probabilité que x3 soit égal à 2. Elle vaut donc 2 sur 3 plus 2, 5. Probabilité que x2, je suis en train de dire des bêtises ici, c'était k plus 1. Hein. Oui. Donc, k plus 1 vaut 3, donc k vaut 2. Donc ici, je vais avoir sur 4, x2 est égal à 2, plus 2 et 3, 5 moins i, donc 5 moins i, sur 4, probabilité que x2 soit égal à 1. C'est-à-dire, 1 demi 2, la probabilité que x2 soit égal à 2, c'est 2 tiers, plus 5 moins 3, ce qui nous fait 5 moins 2, ça nous fait 3 quarts, multiplié par 1 sixième. Bon, c'est du petit calcul de fraction. Vous allez avoir 1 tiers plus 1 huitième. C'est des calculs pas très sympathiques puisque là le dénominateur commun va être 24. 8 plus 3, 11 sur 24. Bon. Ensuite, vous allez avoir la probabilité que x3 soit égal à 3. La probabilité que x3 soit égal à 3, j'en profite pour signaler que même si vous n'avez pas réussi à faire la question 5, vous pouvez quand même faire la question 6 puisqu'on vous donne la réponse dans la question. Donc la probabilité que x3 soit égal à 3, vous allez avoir du i sur k plus 2, p de x2 égale 3, plus, donc 3 plus k, ça fera toujours 5, moins i sur k plus 2, multiplié par la probabilité que x2 soit égal à 2. C'est-à-dire 3 quarts multiplié par 1 sixième, plus 2 quarts, donc 1 demi, multiplié par la probabilité que x2 soit égal à 2, on a dit 1 sixième. Non, ici c'est 2 tiers. Ce qui nous fait 1 tiers, plus, bah, ça nous fait aussi 11 sur 24 en fait. Hein. Ensuite, la probabilité que x3 soit égal à 4. Donc ce qui va nous faire du 4 sur 4, donc la probabilité que x2 soit égal à 4, ça vaut 0, plus donc 5 moins 4 sur 4, probabilité
que x2 soit égal à 3, ce qui va nous faire 1/4 multiplié par 1/6, ce qui nous fait donc 1 sur 24. Bon. Et remarquez que la probabilité que x3 soit égal à 1, on peut quand même utiliser notre formule en fait. On va avoir du 1/4, probabilité que x2 soit égal à 1, plus 5 moins 1, 4 sur 4, donc une fois, probabilité que x2 soit égal à 0, et cette probabilité-là, elle vaut 0 en fait. Donc ce qui nous fait 1/4 multiplié par 1/6, ce qui nous fait 1/24. 11 et 11, 22, et 2, 24, le compte est bon. D'où la loi de x3. Vous avez les différentes valeurs, je peux prendre k. Donc on a dit 1, 2, 3 et 4. Et ici, vous allez avoir les probabilités que x3 soit égal à k. Donc ici, on a 1/24e. Ici, on a 1/24e. Ici, on a 11/24e. Ici, on a 11/24e. Là non plus, une question sans difficulté, c'est de l'application bête de la question 5. Question 7. Montrez que pour tout cas, P de xk égale 1 égale 1 sur factoriel k plus 1. Bon, pas de problème. Comment est-ce qu'on calcule P de xk égale 1 ? P de xk, P de x0 égale 1 vaut 1. C'est-à-dire 1 sur 0 plus 1 factoriel. Bon. Sup soit n, c'est de la récurrence en fait. Si j'ai mis soit k appartenant à n, en fait on n'en a pas besoin. On va marquer par récurrence. Soit k appartenant à n, tel que P de xk égale 1 vaut 1 sur factoriel de k plus 1. P de xk plus 1 égale 1, toujours d'après la formule de la question 5, va être égal à quoi? Eh bien à 1 sur k plus 2. Probabilité que xk soit égal à 1, plus 3 plus k moins 1 sur k plus 2. Probabilité que xk soit égal à 0. Mais ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir 0 boule blanche dans l'urne. Donc on va avoir 1 sur k plus 2 multiplié par 1 sur factoriel de k plus 1 par hypothèse de récurrence, c'est-à-dire 1 sur factoriel de k plus 2. Donc la proposition est vraie au rang k plus 1. Et donc, par principe de récurrence, pour tout cas appartenant à n, la probabilité que x k soit égal à 1 vaut 1 sur factoriel de k plus 1. On peut même remarquer avec nos calculs qu'il semble, on l'a vu pour x2, on l'a vu pour x3, que la loi soit symétrique en fait. En même temps, c'est assez logique que ce soit le cas. Petit b. Déterminer pour tout cas appartenant à n la valeur de pk égale k plus 1. Bah, montrons, là aussi par récurrence, que pour tout cas appartenant à n, p de xk plus 1, que p de xk égale k plus 1 est égal à 1 sur factoriel de k plus 1. C'est vrai au rang 0. Puisque p de x 0 égale 1, dans ce cas-là k plus 1 vaut 1, est égal à 1.
soit k appartenant à n, tel que p de xk est égal à k plus 1, soit égal à 1 sur factoriel de k plus 1. Dans ce cas-là, la probabilité que xk plus 1 soit égal à k plus 2, je réutilise toujours la même formule. Je vais avoir donc du k plus 2 sur k plus 2. Probabilité que xk soit égal à k plus 2. Pardon. Mais ça, c'est pas possible. Plus, alors 3 plus k moins k plus 2 sur k plus 2. Probabilité que x k soit égal à k plus 1, k plus 2 moins 1. Et donc il va me rester quoi? 3 plus k moins 1 sur k plus 2 multiplié par 1 sur factoriel de k plus 1. C'est-à-dire 1 sur factoriel de k plus 2. Et donc conclusion, par principe de récurrence, pour tout k appartenant à n, la probabilité que xk soit égal à k plus 1 est égal à 1 sur factoriel de k plus 1. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce que je disais à l'instant, où on a vu dans nos trois exemples, x0, x0, x1, x2, x3 même, que les extrémités avaient la même valeur, que les choses étaient plutôt symétriques. Ensuite, cette C. On pose AK égale factoriel de k plus 1, p de xk égale 2, exprimer AK plus 1 en fonction de AK et de k, montrer que BK, machin géométrique, bref, une étude de suite. Bon. AK plus 1, c'est quoi? AK plus 1, c'est factoriel de k plus 2, multiplié par p de x k plus 1 est égal à 2. C'est-à-dire factoriel de k plus 2, multiplié par, je vais utiliser la formule précédente, i c'est 2 sur k plus 2, multiplié par p de x k égale 2. Donc ça c'est très bien parce que c'est une valeur de AK. Plus 3 plus k moins 2, donc ce qui va me faire du k plus 1 sur k plus 2. Probabilité que xk soit égal à 2 moins 1, c'est-à-dire à 1. Mais ça tombe bien parce que je connais cette valeur. Et donc je vais avoir, si je multiplie par k plus 2, je vais avoir donc du factoriel de k plus 1, multiplié par 2. Alors, je vais distribuer plutôt les choses. Donc k plus 2 multiplié par factoriel de k plus 2, il va me rester donc 2 factoriel de k plus 1. Probabilité que xk soit égal à 2. Et ça, c'est très bien, puisque c'est une valeur de AK. Plus, j'ai toujours la même chose, donc je vais avoir du k plus 1 factoriel de k plus 1, multiplié par la probabilité que xk égale 1, on a dit que c'était 1 sur factoriel de k plus 1. C'est-à-dire que, pour tout k appartenant à n, ak plus 1 est égal à 2ak plus k plus 1. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs, et c'est bien exprimé en fonction de AK et de K. Montrer que BK défini est géométrique. Bon, pour montrer qu'une suite est géométrique, le plus simple est d'exprimer cette suite, d'exprimer le terme de rang K plus 1 en fonction du terme de rang AK. Soit K appartenant à N, BK plus 1. BK plus 1, c'est quoi? C'est AK plus 1, plus K plus 1, plus 2, c'est-à-dire 2AK, plus K, plus 1, plus K, plus 3. C'est-à-dire 2AK
plus 2k plus 4, c'est-à-dire 2 facteurs de AK plus K plus 2, c'est-à-dire 2BK. Alors, il vaut mieux faire comme ça, parce que si jamais on essaye de diviser BK plus 1 par BK, on est confronté à un problème, c'est le cas où BK serait nul. Donc ce qui veut dire que si je fais le quotient, il faut d'abord que je m'assure que BK ne s'annule jamais. Donc ça fait un travail en plus, un gros travail en plus, qui n'est pas du tout nécessaire. Et donc une fois que j'ai fait ça, je peux dire que BK est géométrique. Je peux même donner sa raison. Ça m'a coûté une factorisation. Et j'ai pas eu à m'assurer que BK ne s'annulait pas. Il faut maintenant que je calcule B0. De plus, B0 va être égal à A0 plus 2. Or, A0 c'est quoi? C'est factoriel de 0 plus 1, bah c'est 1, fois la probabilité d'avoir x0 égale 2, et x0 ne peut pas être égal à 2, ça vaut donc 0, d'où B0 égale 2. Ce qui va me permettre d'en déduire ce qu'on me demande. On a donc, hop, pour tout k appartenant à n, bk est égal à b0 fois 2 à la puissance k, c'est-à-dire 2 puissance k plus 1. Comme par hasard, hein, on retrouve ce 2 puissance k plus 1 dans la formule finale que l'on nous demande d'obtenir. Avec ça, on va pouvoir avoir AK. On a donc, pour tout k appartenant à n, AK c'est BK moins K moins 2, c'est-à-dire 2 puissance K plus 1 moins K moins 2. Et donc, ce qu'on me demande, hein, pour tout K appartenant à n, P de xk égale 2, c'est AK sur factoriel de k plus 1, c'est-à-dire 2 puissance k plus 1 moins k moins 2, le tout sur factoriel de k plus 1. Encore une question, finalement pas trop compliquée. Question 8. Oups. Alors, on entame la partie B. Est-ce que j'ai pas marqué partie A? Non, c'était bien partie A. Partie. La partie B, c'est un petit peu d'informatique. Si K est un entier non nul, que renvoie la fonction suivante? Donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Au départ, j'ai 1 et 1. Ok, Fourier égale 1. Je fais un tirage au hasard. Random multiplié par n plus b plus 1. Si r est plus grand que n, n égale n plus 1. Sinon, je renvoie b égale b plus 1. Et je revois la fin b. Qu'est-ce que fait cette ligne 6? Donc, je vais d'abord expliciter la ligne 6. Que l'on aurait pu écrire autrement, en fait. Hein. On aurait pu faire un randint, mais ce n'est pas l'expression qui a été choisie. La ligne 6, eh bien, choisit un nombre réel de 0,1. Donc, simule la loi uniforme. Donc, réalise une simulation d'une variable que je vais appeler U, qui suit la loi uniforme sur 0,1, multiplie et donc, puis calcule n plus b u plus 1. On a donc
U facteur de n plus b plus 1, qui va suivre une loi uniforme, mais sur un autre intervalle. Sur l'intervalle qui commence en 1 et qui va se terminer où qui va se terminer en n plus b plus en n plus b plus 1. Et ensuite, on prend la partie entière, et donc, partie entière de u multiplié par n plus b plus 1 est un entier de l'intervalle alors de l'intervalle, je veux dire, c'est pas vraiment un intervalle en fait, intervalle d'entier en quelque sorte, mais je sais pas trop le nom de cette chose là, n plus b. Donc la ligne 6 va simuler un tirage aléatoire d'un entier de 1 n plus b inclus. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si ce tirage est plus grand que n, cela est assimilé au tirage d'une boule blanche. On ajoute alors une noire. Sinon, on ajoute une blanche. Eh bien, la fonction mystère k, simule la variable xk. Et on renvoie le nombre de boules blanches. Question 9. Là, on va écrire du Python. Écrire une fonction d'entête def loi exp qui prend en entrée un lien. Bon, déjà, je suis sûr que ça va commencer comme ça. Un entier strictement positif k. Un entier grand N qui effectue n simulations de k tirages successifs dans l'urne et qui renvoie un vecteur L qui contient une estimation de la loi de xk, c'est-à-dire L de i contient une valeur approchée de la fréquence d'apparition de l'événement xk égale i au cours des n simulations. Donc, il va falloir que l'on fasse nos tirages et que l'on compte combien de fois on a eu xk égale i. Donc, on va d'abord faire tous nos tirages. Donc je vais me faire d'abord une liste. Alors je dois renvoyer L. Donc je vais faire une liste petit l qui sera égale à... Qu'est-ce que je fais? Je vais faire grand N simulation. Mystère de K for K in range grand N. Donc je fais N simulation. Et ensuite, il va falloir que j'aille compter dans cette liste et que je renvoie les choses. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit je crée d'abord une liste qui ne contient que des zéros, et ensuite je viens modifier petit à petit les valeurs, soit je crée une liste vide à laquelle je viens ajouter en plus un élément.
comme vous avez l'habitude de faire avec la fonction 0, je vais l'utiliser. Comme à la question 8, on nous présentait un programme qu'on est supposé continuer d'une certaine façon, je n'importe pas le numpy as np puisqu'il était déjà dans la question 8. Donc je vais avoir du np.0. xk est égal à i, donc je vais avoir xk égale 1, 2, 3 jusqu'à k plus 1. Il me faut donc k valeur. Alors, L de i contient la valeur approchée des choses. Là, c'est un petit peu bricolé, en fait. Hein. On va plutôt avoir... c'est là que je me rends compte que c'est une adaptation de l'ancien langage Scilab qui numérotait à partir de 1. Si je veux faire ça, il ne faut pas que je prenne en compte le premier élément. Donc, pour être bon, il me faut k plus 2 valeurs. Donc ici, je vais mettre k plus 2. Sachant que la première, donc on ne l'utilisera pas. Et ensuite, il va falloir que je fasse une boucle qui va regarder ma liste petit l et qui va compter le nombre de fois que l'on a chacune des valeurs. Hop. Donc je vais à la ligne, hein, mais ici, on imagine bien que l'indentation se continue. Donc ensuite, moi je ferai une boucle qui va regarder mes valeurs de i. Donc je vais l'appeler i, le compteur, tout simplement, in range 1 jusqu'à k plus 1. Alors je veux que le k plus 1 soit inclus, donc je mets k plus 2. Donc ici je suis en train de me rendre compte qu'il aurait fallu que j'aille jusqu'à k plus 3 parce que je veux le k plus 2 inclus. Et ensuite, donc là on parcourt toutes nos valeurs. Il va falloir que je compte. On compte dans la liste petit l le nombre de fois où petit i apparaît. Donc je vais mettre une variable ni que je vais initialiser à 0, puis je vais faire une deuxième boucle. For, alors j'ai déjà du k, j'ai déjà pas mal de choses. For i, j, in range, ben, il suffit tout simplement que j'aille jusqu'à la fin de ma liste petit l. Donc ça va nous faire un range de 0 jusque L de petit n moins 1. Donc je vais bien parcourir toute ma liste petit l. Si jamais petit l de j est égal à i, alors dans ce cas-là, je vais avoir ni égale ni plus 1. Et sinon, je ne fais rien. À l'issue je mets ça pour que qu'il n'y ait pas de soucis possibles dans ces choses-là. Donc, à l'issue de la boucle for, je sais combien il y en a. Donc là, ici, je vais mettre... J'ai mon grand L. Grand L de i va être égal à ni sur grand N. Et ben j'ai presque terminé. Je n'ai plus qu'à renvoyer return grand L. Voilà une façon de faire.
Question 10. Recopier et compléter la... Bon, bah, on va recopier et compléter. Hein. Def loi TO de n. M égale np.0 de n et n plus 1. Donc là, ça me fabrique une matrice, non plus un vecteur ligne, mais une matrice complète. M de 0, 0, c'est 1,5. M de 0, 1, c'est 1,5. En fait, on aurait pu faire autrement, mais c'est pas grave. Alors, on dirait qu'il y a un décalage, mais c'est pas le cas, en fait. For k in range, un n. M de k est de 0. C'est le premier terme de ma liste, en fait. Hein. M de k 0 va être égal, tout simplement. Alors, soit j'utilise... on a une formule, hein, c'est le premier terme qui est calculé. Soit j'utilise la formule que j'ai calculée, soit tout simplement je dis que en fait c'est le précédent, divisé par k plus 2, hein, ça revient à la ligne 5 en fait. Hein. Ou ça m'évite d'utiliser le factoriel, qui est quand même mieux. Donc ici je vais avoir du k-1 0 divisé par k plus 2. Attention aux parenthèses. Donc ça c'est pour mon premier. Ensuite je vais regarder les autres de la ligne. Donc for i in range 2 jusqu'à k plus 2. Et là je dois remplir le m de k et de i-1. Et j'utilise pour cela là aussi encore la formule 5. En fait c'est tout le temps celle-là qu'on utilise. Je vais donc avoir du i sur k plus 2 multiplié par la probabilité qui correspond, c'est-à-dire du m de k-1 et de i-1. Alors, il faut jongler avec les indices. Plus 3 plus k moins i, divisé par k plus 2, multiplié par m de k-1 et de i-1. Donc, comme j'étais en i-1, ça va me faire du i-2. Et à la fin, mon m de k est de k plus 1. Là aussi, je pourrais utiliser du factoriel, mais je vais avoir du 1 sur k plus 2, donc je vais avoir en fait du m de k-1 et de k sur k plus 2. J'utilise la formule de la question 5, hein, en adaptant, en fait, en décalant d'un indice. Et qu'est-ce que je dois renvoyer? Je dois renvoyer un vecteur ligne. Donc, en fait, je dois juste renvoyer la dernière ligne de cette matrice M. Donc, je prends ma dernière ligne, qui est le numéro de ligne -1, et rien en deuxième jusqu'à la fin, en fait. Voilà pour cette question 10, une question pas très simple en fait. Hein. Question 11. Là, il suffit juste d'observer et de réfléchir un tout petit peu. Un étudiant propose comme loi pour x5 le résultat suivant. A-t-on utilisé machin. On peut constater qu'on devrait avoir, on a la probabilité que x5 soit égal à 1 qui doit être égale à la probabilité que x5 soit égal à 6 d'après la question, d'après les questions en fait, ça doit être 6 et 7, non c'est 7A, 7B. Or, on constate une légère différence l'étudiant, il n'a donc pas fait la loi théorique, mais la loi, comment dire, la loi de l'expérience en fait. Hein. L'étudiant a utilisé
loi Théo. Parce que de toute façon, on fait exactement les mêmes calculs. Donc même si jamais on était dans un cas où Python fait une erreur de calcul, comme on fait exactement les deux mêmes, il aurait fait la même erreur sur le 1 et le 6, et donc on aurait la même valeur. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est forcément que c'est la loi expérimentale. J'ai marqué loi Théo alors que je raconte que c'est la loi expérimentale. C'est la loi expérimentale qu'il a utilisée, bien sûr. Voilà pour cette partie A et B de cet exercice. Je vais faire une pause ici et la partie C et D fera l'objet d'une autre vidéo pour une fois.